Si vous vous intéressez de près ou de loin au domaine du jeu vidéo, vous avez forcément déjà entendu parler de Five Nights at Freddy's. C'est une licence super connue qui a révolutionné le genre de l'horreur indépendante dans le domaine du jeu vidéo et surtout, elle a beaucoup fait parler d'elle récemment parce qu'un nouveau jeu est sorti qui change totalement de ce qu'on avait l'habitude de voir. Ce jeu, c'est Five Nights at Freddy's Security Breach et je l'ai trouvé éclaté au sol, mais vraiment éclaté au sol. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé et il y a beaucoup de trucs très intéressants à relever, je trouve, sur ce jeu, la façon dont il a été développé et la différence entre la promesse initiale et le résultat final. Du coup, je me suis dit que j'allais en faire une vidéo et essayer de revenir sur tout ce que je trouve absolument aberrant avec ce jeu parce qu'il y a pas mal de trucs qui n'ont absolument aucun sens, surtout venant d'un studio professionnel de création de jeux vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur la création du jeu, son développement, ce qui s'est passé, toute l'histoire autour et puis surtout ce qui va et malheureusement ce qui ne va pas. Je vous propose qu'on commence tout de suite. C'est parti. La première information qu'on va avoir sur ce jeu, c'est pour le 5e anniversaire de la franchise, le 8 août 2019. C'est tout con, simplement une image teaser qui va être publiée sur le site officiel de Scott Cawthon, et ça s'arrête là. On va ensuite, sur plusieurs semaines, en apprendre petit à petit de plus en plus, avec de plus en plus de teasers sous forme d'images, de silhouettes de personnages ou ce genre de trucs. Et tout ça nous amène au 16 septembre 2020, où un premier trailer va être diffusé au Showcase Event de la PS5. On va y découvrir plusieurs choses, certaines parties de la map du jeu, on va y découvrir également qu'on joue à un garçon qui s'appelle Gregory, et le tout se termine avec un jumpscare d'un nouveau personnage avec une tête de lapin, Vanny. Le jeu va alors être reporté à cause de soucis techniques et de changements causés par la crise du Covid-19, et le trailer suivant sort le 25 février 2021 où on aura les premières images de gameplay. Dès le début, l'accent est mis sur Vanny qui semble avoir une place importante dans le jeu, car elle nous court après tout le long du trailer. On voit également Vanessa, la garde de nuit. On va ensuite avoir des séquences de course-poursuite qui ne sont d'ailleurs pas présentes dans le jeu, ou alors totalement différentes, et une dernière image de Vanny qui nous regarde. À ce moment-là, on commence à avoir une bonne idée globale de ce à quoi le jeu va ressembler. Quelques temps plus tard, un drama va prendre place sur les réseaux sociaux parce qu'on découvre que Scott Cawthon avait fait des donations à des partis républicains et soutient Donald Trump, qui est pas super apprécié des gens de manière générale. On ajoute à ça le fait que la communauté LGBT représente une grosse partie de la communauté de FNAF, et Scott Cawthon va tout simplement se retrouver dans la sauce sur Twitter. Il finira alors par communiquer sur Reddit dans un dernier post, alors que Scott Cawthon était très actif sur Reddit auprès de sa communauté, pour annoncer qu'il arrête de travailler sur la licence Five Nights at Freddy's pour prendre du temps pour sa famille et faire des jeux pour le plaisir. Il explique alors que la licence sera léguée à des personnes de confiance et qu'il s'occupera juste de gérer le tout dans les coulisses. Le jeu, qui devait d'abord être développé par Scott Cawthon en collaboration avec Steelwood Studio, studio qui s'était occupé notamment de la création de Five Nights at Freddy's Hellpointed, le jeu VR, qui est d'ailleurs incroyable, se retrouve à être développé par Steelwood Studio seul. Au final, le jeu va encore être reporté fin 2021 et on se retrouvera ensuite avec un trailer final révélant des extraits de cutscenes ainsi que la date de sortie pour que le jeu sorte finalement le 16 décembre 2021 sur PC, PS4 et PS5. On peut pas vraiment savoir à quand remonte le début du développement du jeu, mais on peut supposer que ça fait au moins plus de 2 ans puisque le premier trailer date d'août 2019. Premier constat, le jeu fait 80 Go. Five Nights at Freddy's Security Breach est donc un jeu d'infiltration où on joue Gregory, un enfant qui est allé au Freddy Fazbear Mega Pizzaplex avec ses parents, qui semblent être des parents assez négligents ou qui tout simplement ne voulaient pas d'enfants, puisque le jeu commence avec Gregory caché à l'intérieur de Freddy. On nous explique alors que notre personnage Gregory s'est faufilé dans la cavité ventrale de Freddy, pendant que celui-ci dormait. Voilà, c'est tout pour les informations qu'on aura sur le début du jeu, ce qui nous donne un contexte assez exceptionnel. On joue un enfant dégénéré qui n'a pas de parents. Let's go. Five Nights at Freddy's n'est donc pas un jeu d'horreur contre toute attente, mais un jeu de survie-aventure où on doit essayer de quitter le complexe sans se faire attraper par les animatroniques qui se baladent dans le bâtiment. On sera aidé de Freddy qui nous permet de se cacher dans sa cavité ventrale pour passer inaperçu, et le gameplay consiste en des phases d'infiltration où il faut traverser des salles sans se faire repérer, en se cachant dans des poussettes ou des poubelles par exemple, et des phases de mini-jeux avec des gameplays tous différents, le but ultime étant de survivre jusqu'à la réouverture des portes à 6 h du matin. Maintenant, qu'en est-il du jeu en lui-même? Je vais évidemment pas faire un commentaire sur chaque partie du jeu parce que ça prendrait 40 000 ans, mais je vous propose de faire un bilan et de revenir sur ce qui va et ce qui va pas dans le jeu de mon point de vue. Évidemment, cette vidéo va contenir énormément de spoilers sur le contenu du jeu et sur l'histoire du jeu, donc si vous voulez vous garder ça secret, même si ça fait un petit moment que le jeu est sorti, et si vous souhaitez vous faire du mal, vous pouvez toujours aller y jouer, et puis une fois que vous aurez abandonné l'idée de désespoir, vous pourrez revenir sur cette vidéo. Déjà, commençons par parler de ce qui fonctionne bien dans le jeu, parce que j'ai beau l'avoir haï, il y a quand même des trucs que j'aime bien et même des trucs que j'aime beaucoup.
Premièrement, Security Breach représente le renouveau de la licence. J'étais personnellement totalement conquis par le gameplay de Sister Location et la façon dont le jeu se démarquait des précédents, mais il faut admettre que beaucoup de gens rêvaient d'un jeu Five Nights at Freddy's en 3D avec plus de liberté et de plus grands enjeux. Security Breach représente une énorme prise de risque parce qu'il apporte des personnages humains visibles, beaucoup plus de dialogue, un système de mission, une mécanique de discrétion, des cinématiques, une sauvegarde manuelle, des animatroniques qui se déplacent avec une IA et surtout un environnement en 3D qu'on peut pleinement explorer. Il se démarque aussi car le jeu se déroule entièrement sur une seule nuit et non plus 5, et évidemment par la présence de Freddy qui est gentil dans cet opus, chose qui n'avait jamais été faite. Et cette prise de risque énorme, sur le papier, elle est très bonne pour la licence. Scott Cawthon avait toujours réussi à apporter du renouveau dans ses jeux, mais on restait toujours sur des fonctionnements similaires. Changer complètement de vision comme ça peut être hyper intéressant parce que on peut totalement tomber sur un truc qui fonctionne hyper bien et ça peut faire évoluer la licence dans le bon sens. Le type de jeu est aussi assez adapté. Un jeu d'infiltration survie dans l'univers de FNAF, c'est une super bonne idée et intégrer à ça des mini-séquences où le gameplay change, sur le papier ça peut que marcher. Ensuite, on peut parler des designs. Comme tous les nouveaux jeux Five Nights at Freddy's, de nouveaux animatroniques sont introduits, et ils sont magnifiques. Bien qu'on perde un peu l'aspect horrifique des animatroniques originels, inspirés par les animatroniques de Chuck E. Cheese et autres, les designs sont hyper bien travaillés et collent parfaitement avec l'identité graphique du jeu. On note également des nouvelles têtes, avec Roxanne Wolf, Montgomery Gator, Vanny, ou même le surveillant de la garderie, qui n'était jamais apparu auparavant. Et c'est une super bonne chose d'avoir créé de nouveaux designs plutôt que d'avoir simplement repris les personnages de la licence originale et de leur avoir donné un nouveau design. La map est elle aussi magnifique, elle est absolument immense et on en reparlera après, mais les environnements 3D de ce jeu sont simplement magnifiques, ils ont une ambiance incroyable et ils sont quasiment tous très crédibles. L'intérieur des attractions est juste super bien fait et il y a beaucoup trop de moments où pendant ma partie, je m'arrêtais juste pour admirer la map, où j'avais envie d'aller dans un endroit comme celui-là, ou même simplement d'avoir un mode free roam où je pourrais me balader dans la map tranquillement, sans les animatroniques pour profiter pleinement du décor sans avoir à me soucier de mourir. Enfin, le sound design est pas mal réussi. Et l'un des trucs qui contribue le plus à faire des premiers jeux des vrais chefs-d'œuvre, le son était parfaitement utilisé pour apporter du stress, de la pression, donner des indices sonores pour guider le joueur, lui donner des informations ou même lui donner de faux indices pour le faire stresser encore plus. Le tout était super bien réfléchi et d'ailleurs si le sujet vous intéresse, je vous conseille cette vidéo qui parle du sujet, qui explique tout super bien. Elle est incroyable. Pour un jeu d'exploration en 3D, évidemment, c'est beaucoup plus complexe à réaliser et pour autant, je trouve que c'est pas mal réussi. Les ambiances sonores étaient selon moi assez prenantes, donc c'est cool qu'ils aient travaillé cet aspect. Et malheureusement, c'est déjà la fin des points positifs que j'ai trouvés à ce jeu. J'ai toujours pas parlé du gameplay, donc je pense que vous commencez à voir où je veux en venir. Le premier gros problème de ce jeu, c'est très clairement sa taille. On l'a vu, il fait 80 Go, mais globalement, tout est énorme. La map est gigantesque, il y a beaucoup trop de pièces, beaucoup trop de collectibles, beaucoup trop de tout. Une grande partie de ce qui va pas dans le fait que le jeu soit si énorme est relié à tous les autres aspects du jeu, donc on en reparlera plus tard, mais retenez juste ça, le jeu est beaucoup trop ambitieux. Ensuite, on a probablement l'un des points les plus importants qui font de ce jeu un enfer, le manque de clarté. Premièrement, les objectifs dans ce jeu sont aléatoires. On peut obtenir les informations de deux façons. Globalement, un événement se passe, en découle une discussion de généralement 3 phrases avec Freddy qui nous dit « au fait, faut que tu ailles faire ça ». Ensuite, un pop-up apparaît pour nous dire quoi faire, et la mission est mise à jour sur notre montre, la phase Watch, qui d'ailleurs n'est absolument pas comme dans les trailers, puisque c'est simplement un menu. Le problème, c'est que tout est flou. On a très peu de détails, et quand la map est si énorme, ça devient une chasse aux indices extrêmement pénible. C'est très facile d'oublier les quelques détails précisés par Freddy et de simplement se perdre, ne pas comprendre où aller. Il m'est arrivé pas mal de fois, comme beaucoup de streamers, de me stopper en plein jeu et de me dire « Mince, je suis en train de faire quoi là déjà ?» Ou tout simplement « À quoi ça sert ce que je suis en train de faire ?» Attends, il faut que je fasse quoi là déjà? Oula, wow, attends, quoi? Trouver comment désactiver Monty, trouver comment désactiver Chica, utiliser le billet d'entrée pour trouver le phase caméra Monty, Golf, utiliser le billet d'entrée pour accéder au phaser blast. Mais je sais pas trop où est-ce que je suis censé aller là. Every time. What am I doing here? Why am I doing it? What is my objective? I haven't a clue. Get a security badge from the kitchen office. Is this the kitchen office? Like, there's really nothing here. I don't have a level 3. Am I not supposed to be where I am right now? No, I must be supposed to be here. Right? Le jeu contient aussi énormément de collectibles sous deux formes, les sacs et les cadeaux.
Les cadeaux ne servent littéralement à rien. C'est simplement une image qui apparaît à l'écran. Et j'imagine que c'est pour les collectionner, mais on sait pas combien on en a, on sait pas combien il y en a en tout. Donc j'avoue que j'ai pas trop compris ce délire. Après, les cadeaux aussi servent pas à grand chose, je crois. Les sacs, par contre, te donnent des espèces de logs, des archives de messages adressés au personnel du Mega Pizzaplex directement sur la montre. Ne me demandez pas comment ça fonctionne, parce que j'en ai absolument aucune idée. Ces messages sont dans la plupart des cas des petites blagues, mais certains d'entre eux contiennent des informations cruciales pour avancer dans le jeu. Logique. Pourquoi expliquer aux joueurs clairement ce qu'il faut faire quand on peut tout simplement leur donner les infos dans des sacs ? On l'a déjà dit, mais la map de ce jeu est gigantesque. Sauf que quand je dis gigantesque, j'entends vraiment gigantesque. Le bâtiment fait 7 étages, 4 étages normaux, un rez-de-chaussée, 2 sous-sols, le tout contient 27 lieux différents, eux-mêmes constitués de pièces dans tous les sens, et ces 27 lieux sont reliés entre eux par des couloirs, des escaliers, des ascenseurs, bref, c'est un bordel immense. Un nombre incalculable d'endroits ne servent strictement à rien, d'autres sont là simplement pour contenir un pauvre collectible. Sur le papier, c'est quand même important pour apporter de la crédibilité, parce que forcément, le fait qu'il y ait des toilettes dans le jeu, par exemple, c'est pas utile pour le gameplay, mais forcément dans un endroit comme celui-ci, on a besoin de faire pipi et caca, donc c'est logique. Le souci, c'est que ça rend le tout hyper brouillon et très très compliqué à naviguer. Fort heureusement pour nous, Steelwool Studio ont pensé à tout, ils savent que leur map est ingérable et du coup ils nous ont donné une carte pour pouvoir se repérer. Cette carte, elle est complètement flinguée. Mais quand je dis complètement flinguée, j'entends la pire carte que j'ai vue de ma vie dans un jeu vidéo. C'est terrifiant. Tout ce qu'on a, c'est ça. Hyper clair, super bien indiqué, trop cool. Puis c'est sympa parce qu'on a bien le nom des salles qui est indiqué sur les endroits comme ça. On n'a pas besoin de deviner par la forme des pièces comme des débiles où on est. Mais c'est que la carte en fait elle montre pas grand chose. Elle montre pas vraiment où sont les lieux de chaque personnage. Et puis on a aussi accès à une légende, malgré le fait que ce soit parfaitement compréhensible évidemment. Et cette légende, elle nous donne des infos très utiles. Les stations de recharge pour Freddy, qui aura besoin d'être rechargées régulièrement, l'emplacement de Freddy, les escaliers, ou même une icône qui indique si un endroit est accessible, verrouillé ou nécessite un pass spécial, icône que je ne me rappelle pas avoir vue une seule fois dans tout le jeu. Okay, let me just look at the map. Hang on, let me look at the map. Where am I? I'm nowhere, apparently. Here, no, there, no, and nowhere. I am nowhere. All right, good. What do I do? Where do I go? Autre point très important, c'est que là j'ai zoomé sur les images. En jeu, ça donne ça. Le tout est parfaitement illisible puisque c'est minuscule et on peut tout simplement pas zoomer. D'une part, c'est complètement débile parce que je sais pas vous, mais moi, zoomer sur une carte dans un jeu, ça me semble être une feature complètement indispensable. Mais surtout, ça devient carrément ridicule quand on voit qu'il y a une option de zoom sur les caméras, mais que sur la carte, non. It looks like there's a security office nearby. If I can find another security badge, I can get into parts and service. Does it look like that to you? Because it don't look like that to me. What do you see in here? Ah, et au fait, si vous vous demandiez si les objectifs en cours se mettent à jour sur la carte pour nous dire où aller, je vous rassure, c'est absolument pas le cas. Si tu sais pas où aller, en fait, tu te démerdes. How do I use it? Just give it to a party bot. They usually stay in front of the attractions collecting party passes. If you have one, it will let you in. I have marked both locations on your map. Have you? You did what? No, you didn't. No, you did not. You didn't do that. Don't lie to me, Freddy. You didn't mark shit on my map. What are you talking about, big guy? Sur notre Fazwatch, on a aussi accès à des caméras. Un peu après le début du jeu, on récupère un item dans un bureau de sécurité qui nous permet de consulter toutes les caméras du bâtiment à partir du moment où on est à côté. Évidemment, les caméras sont une partie incontournable du gameplay de Five Nights at Freddy's. Seulement dans un jeu en 3D, c'est tout de suite assez différent. Premièrement, les caméras sont pas hyper utiles. C'est difficile d'avoir le réflexe de regarder ta caméra quand tu peux te déplacer pour regarder par toi-même et que consulter ta montre te rend complètement vulnérable. C'est aussi assez compliqué de se repérer dans l'espace puisque les caméras sont pour la plupart très mal placées et que comme dit plus haut, les salles ne sont pas indiquées sur la minimap qui sert à sélectionner les caméras. Donc on sait jamais vraiment quelle caméra correspond à quel endroit. Pour couronner le tout, certaines caméras filment des zones très larges. Et comme le jeu est très mal optimisé, le fait de devoir afficher beaucoup d'éléments fait freeze, voire même crasher le jeu, comme avec cette caméra qui a fait planter mon jeu systématiquement à chaque fois que j'essayais de la consulter quand j'y jouais. Au final, on se retrouve assez vite à abandonner les caméras parce qu'elles sont pas très utiles, et je trouve ça un peu triste pour un jeu Five Nights at Freddy's.
Où es-tu, Chica, s'il te plaît? Je ne te vois pas. J'ai bien capté que le but du jeu c'est de jouer avec les caméras, mais si je ne te vois jamais et que juste tu te téléportes quand les balayeurs t'appellent, on va juste pas s'en sortir. Hein. Un peu plus tôt, je vous avais expliqué que tous les lieux du jeu sont reliés les uns aux autres d'une manière ou d'une autre. Sauf que du coup, ça pose quelques problèmes. On se retrouve dès la première zone du jeu avec des portes qui mènent à un chemin qui permet d'accéder à des zones beaucoup plus avancées, voire même parmi les dernières zones du jeu. Alors pour éviter ça, Steelwool a eu une idée de génie. Bloquer ces passages grâce à un système de portes de sécurité. On passera encore une fois sur le fonctionnement de tout ça et le fait qu'un enfant de 8 ans ait accès en se baladant un peu à l'ensemble des passes de sécurité d'un complexe de loisirs. Mais en gros, tout le long du jeu, on a des petites pauses où on se retrouve dans un bureau de sécurité, où on a un mini-jeu qui change de gameplay et un pass à récupérer, qui permet de passer à la zone suivante et débloquer toutes les portes qui correspondent, y compris les raccourcis. En soi, l'idée est pas mauvaise et ça permet de diriger le joueur. Mais ça pose quelques problèmes. Déjà, les niveaux de sécurité n'ont absolument aucun sens. Et tu croises dès le début des portes qui demandent le niveau maximal de sécurité, qui en plus mènent à des endroits pour la plupart assez normaux, qui n'auraient aucune raison dans la vraie vie d'être autant gardés. Évidemment, c'est pas si grave, mais ça casse un peu l'immersion. Ensuite, je vous rappelle que le jeu adore donner le moins possible d'informations. Donc tout le long du jeu, on se fait bloquer constamment par des portes qui demandent un niveau de sécurité plus élevé que celui qu'on a. Et en plus, même quand on finit par récupérer un pass avec un niveau assez élevé pour débloquer cette porte, il n'y a absolument aucun moyen de le savoir, à part de tout simplement s'en souvenir et essayer de l'ouvrir. Et quand le jeu est aussi vaste, c'est pas vraiment facile. I don't know why that purple is glowing there. Oh my god, everything is level 3. What was even the point of giving a level 2? What was even the point? J'imagine que ce problème-là il était censé être réglé par la légende de la carte, qui était censée nous indiquer quelle porte était déverrouillée et quelle porte était verrouillée. Mais je vous l'ai dit, de mon côté, ça n'a jamais fonctionné. En plus de toutes ces nouvelles fonctionnalités, le jeu apporte aussi pas mal de choses sur le plan du gameplay, notamment en ce qui concerne les objectifs et les missions. Et malheureusement, les deux présentent d'énormes soucis. Premièrement, l'objectif général du jeu est très vague. Il y a un grand manque d'explication, de développement. Passer le moment où les portes se ferment et où l'on découvre que l'on va devoir passer la nuit dans le bâtiment jusqu'au matin, il n'y a plus d'histoire et on se retrouve donc vite à courir constamment à droite à gauche sans vraiment savoir pourquoi. Tout au long du jeu, vous aurez deux choses à faire. Premièrement, chercher un objet pour avancer dans l'histoire, ce qui est assez compliqué car les objets avec lesquels interagir ne sont pas très clairement indiqués et que les décors sont très chargés. En bref, c'est assez ennuyeux sur le long terme et surtout assez fastidieux compte tenu de la taille de la map et des environnements. Deuxièmement, tout simplement fuir un ou plusieurs animatroniques et avancer sans se faire attraper, ce qui est déjà plus intéressant et surtout propre à la licence, mais devient vite frustrant car les animatroniques sont imprévisibles et peuvent tout simplement se téléporter, mais je reviendrai plus tard là-dessus. Au final, même quand on cherche simplement un objet pour avancer dans le scénario, on peut très vite se retrouver à fuir car les animatroniques une fois téléportés ne disparaissent pas et continuent à vous chercher. Ça rend le tout très brouillon et surtout très frustrant. Yes? What? You got something to say? Say it to my face. Oh, okay. It's actually a bro. Hey! Oh! Where did you come from? That... I don't have... Parmi les choses à faire dans le jeu, on trouve également des petits passages différents du gameplay principal qui se présentent sous la forme de bureaux de sécurité. Ces derniers ont tous un gameplay différent qui se rapproche plus ou moins du gameplay classique des jeux Five Nights at Freddy's, qui est très intéressant. Certains de ces passages sont très fun à jouer, même si on a toujours cette sensation que les finitions sont faites à la va-vite. Mais malheureusement, ils sont tous très courts, très simples, et l'ambiance et la pression qu'on devrait avoir dans ce genre de gameplay propre à la licence principale sont tout simplement pas présents. Du coup, ça fait finalement assez cheap et c'est assez peu impactant. Enfin, il s'agit du premier jeu de la licence où on peut se défendre, et où notre personnage essaye de détruire les animatroniques plutôt que de simplement s'enfuir. C'est une bonne idée, et c'est innovant, ça apporte de nouvelles possibilités pour l'histoire, en bref, ça ne peut être que positif. Sauf que les boss fights sont très laborieux. Premièrement, encore une fois, c'est flou et on a peu d'infos. Donc il faut improviser et deviner par soi-même comment s'y prendre la plupart du temps. Mais surtout, quel est l'intérêt de permettre aux joueurs de détruire un animatronique si c'est pour qu'il revienne ensuite comme si de rien n'était? Une fois l'animatronique battu, il reviendra tout simplement avec un design différent pour montrer qu'il a été cassé et il fera juste des bruits hyper chiants. C'est tout. Chica est le premier animatronique qu'on rencontre dans le jeu et le premier qu'on détruit, et pourtant j'ai eu l'impression de ne rencontrer qu'elle du début à la fin du jeu. Au-delà des objectifs et des missions, le plus important dans un jeu FNAF évidemment c'est les animatroniques, et sur ce sujet aussi il y a pas mal de choses à dire.
Pour commencer, vous êtes accompagné par Freddy tout au long de l'aventure et il est de votre côté. C'est lui qui vous donne les informations nécessaires au déroulement de l'histoire et il sera très utile parce que vous pourrez rentrer dans sa cavité ventrale pour vous cacher et être invulnérable aux autres animatroniques, ce qui est une excellente idée. Évidemment, ce serait trop simple si c'était que ça, et Freddy a donc une batterie limitée. Sauf que Freddy, c'est un iPhone, mais genre un iPhone 1. Sa batterie descend à une vitesse improbable, ce qui n'a absolument aucun sens, et en plus c'est pas mal frustrant parce que les stations de recharge sont pas mal espacées, et surtout parce qu'une fois la batterie à zéro, si vous êtes encore dedans, vous prenez un jumpscare. Encore une fois, c'est complètement random et j'ai pas vraiment compris l'utilité. Ah non mais il va me lâcher au pire endroit. I bet your parents are worried about you. Ah, on se fait manger en fait par Freddy. Ah putain, moi je croyais qu'il allait juste me lâcher et j'allais continuer tout seul. Ah putain, mais c'est complètement débile. Genre il a plus de batterie donc il tue. Allez, c'est dans le programme, c'est comme ça. J'ai plus de batterie alors je tue. Freddy, je vous l'ai dit, sert à donner les informations importantes pour l'émission. Sauf qu'il est pas hyper doué, il parle pas beaucoup, et même quand il le fait, il n'explique qu'une seule fois les infos. Enfin, si vous êtes en galère pendant une mission, il y a un bouton qui sert à l'appeler, et vous pouvez simplement lui dire de venir et il viendra vous rejoindre à votre position, ce qui est une fonctionnalité sympa, mais qui fonctionne une fois sur 3. You okay, buddy? You alright? Come on, Freddy, come on! Oh my god. We're gonna go down to parts and services, and I'm gonna shove a beak inside of you, and you are going to be able to talk better. Did you hate the idea that much? Whoa. Hey, bud. Don't you get me. It's game over. Oh, God! How you... Oh, my God. No, not Monty. Not Monty. Not Monty. Not Monty. I can't stop Monty. I can't stop Monty. Freddy, please. Freddy. Now, Freddy. Now, Freddy. Freddy! Freddy, I need you right now! Please be... Oh, God. That's not Freddy. Freddy! 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 No! Oh, no! Freddy! Freddy, please. Oh my God, no! Not like this, please. Give me in. Freddy! Freddy, you bitch! Freddy! Freddy, don't wait your turn. God damn it. Freddy! What? Oh my God, no, not like this, Freddy! Oh my God, are you serious? Right now? You cannot be serious. Freddy! Oh my God, Freddy! Freddy, you bastard! Ces fonctionnalités apportent évidemment leur lot de bugs, parce que c'est vrai qu'on en a toujours pas parlé, mais le jeu était extrêmement buggé à la sortie et il est resté pendant pas mal de temps, et certains permettaient même de traverser la map en rentrant simplement dans Freddy par exemple, ou d'ouvrir toutes les portes de sécurité simplement en appelant Freddy devant. Oh, what? Whoa! Bug! I found one! What the hell? So if you bring Freddy close to a door that's level 10, it'll open for him. Pour finir, Freddy peut être amélioré au fil du jeu pour débloquer de nouvelles fonctionnalités, d'une façon similaire au mode de jeu Parts and Service de Five Nights at Freddy's Help Wanted. Malheureusement, ces fonctionnalités sont indispensables pour avancer dans le jeu, mais on ne les utilise chacune qu'une seule fois ou deux et elles servent pas à grand chose à part ouvrir des portes qui en plus sont, encore une fois, hyper mal indiquées et assez anecdotiques. Whoa! Oh, of course. That was... What? Hold on, I have to stop for a second and just process what happened. For those of you who don't know what just happened, I had to approach that gate with Freddy, and then when he got close, he automatically, like,
either shouted Fusroda style or punched. I didn't see, it was a little laggy, and the door opened. Had I not been in Freddy, I would never have known what to do at that point, and there was no indication of what I was supposed to do. Okay. En ce qui concerne les ennemis, vous serez confrontés tout le long du jeu à des robots appelés Staffbot. Ces robots, en plus d'avoir un charisme négatif, ont plusieurs fonctionnalités assez originales. Premièrement, je ne sais pas comment fonctionne leur déplacement exactement, mais il est vraiment très bizarre. Ils sont constamment en train de faire des zigzags et ne prennent jamais les chemins logiques quand ils font leur ronde, ce qui fait que vous devez tant bien que mal essayer d'esquiver des robots qui sont tout simplement imprévisibles. Oh, Mais mec, t'étais juste pas là en fait. De toute façon, je m'en fous, y a pas d'animatronique ici. Ce qui sous-entend bien que c'est pas trop là que je suis censé aller, je crois. Oh mec, tu peux me toucher à travers les... Oh ça rend fou ça par contre. Toi, calme-toi. Donc c'est pas ici qu'il faut venir chercher le truc. Mais mec. Sérieusement. Ouais, j'ai capté ce que je dois faire. Je retourne aux cartes maintenant. On va faire du Mario Kart avec l'autre. Mon dieu, ça fait que 3 heures qu'on joue au jeu. J'ai l'impression que ça fait 2 jours complets qu'on essaie de jouer là. Ah bah putain, si j'avais su que je pouvais faire ça depuis le début. Ah, il s'éclate. C'est là. Oh, ah oui, bon, un petit dernier pour la fin, ça fait pas de mal, t'as raison. Calme-toi. N'importe quoi. Les rayons qu'il a fait disparaître, quoi. Ouais, c'est ça, réalité 3 heures, ressenti 5 mois. C'est éprouvant. Deuxièmement, quand vous vous faites repérer par ces derniers, ils émettent un signal d'alarme qui prévient les autres animatroniques. Sauf que Chica et compagnie, ils vont pas venir à pied, ils se téléportent juste derrière vous, ce qui devient vite assez compliqué. Oh mec, mais tu étais loin derrière moi. Et ça c'est le bruit pour dire que Chica arrive. Mais elle se téléporte. Oh arrête. Sans déconner, elle était en bas. Et comme je l'ai dit plus tôt, une fois téléporté, il reste là. Donc il suffit de vous faire attraper 2-3 fois dans une zone où il est censé avoir aucun animatronique pour vous retrouver encerclé et devoir jouer à cache-cache. Ces Staffbots, en plus de pas être très utiles, ils sont extrêmement chiants et ils sont surtout très nombreux. Il y en a partout, même à des endroits qui n'ont aucun sens, et malgré le fait que l'établissement soit rempli de caméras dans toutes les pièces, même dans les toilettes, et surtout malgré le fait qu'il y ait un gardien de nuit qui pourrait permettre d'éviter d'avoir 600 000 robots de surveillance par exemple. Pour couronner le tout, en plus d'être très nombreux, ils sont chargés constamment. Le jeu étant très mal optimisé, il m'est arrivé énormément de fois d'ouvrir des portes et que les salles derrière ne soient pas chargées. À chaque fois, je me retrouvais devant un grand vide noir avec seulement 2-3 palmiers, ce genre de truc, rien de bien choquant. Mais à chaque fois, je pouvais voir que malgré la salle qui n'était pas chargée, tous les Staffbots étaient là et tournaient en rond, comme si de rien n'était. Le jeu il en peut plus. Il en peut plus le jeu. Oh, il faut allumer les lumières et tout. Oh, fait chier. Du coup, ça fait laguer le jeu, ça rallonge les temps de chargement, bref, un plaisir. Heureusement, les plus importants, c'est pas les Staffbots, mais évidemment les autres animatroniques. Dans ce jeu, on a donc 3 méchants. Glamrock Chica, Montgomery Gator et Roxanne Wolf. Au niveau de leur fonctionnement, rien ne va. Comme je l'ai déjà dit, ils se téléportent juste dans votre dos dès qu'ils reçoivent un signal d'alarme. Ce qui est extrêmement frustrant, en plus d'être objectivement complètement con comme idée, surtout dans un jeu d'infiltration. Ils ont également la particularité de parler, contrairement aux autres jeux, sauf que le souci c'est qu'ils ont 3 lignes de dialogue qui se battent en duel. Ce qui fait que tout le jeu, vous allez entendre toujours en boucle les mêmes phrases, encore et encore, surtout qu'ils sont très bavards. On peut aussi noter leurs déplacements, qui sont eux aussi assez imprévisibles. A little strange. There you go, you did it. Stairs. And do not worry, they cannot find you while we are together. Hi. Okay. All right. Quit thinking!
You don't know what you do. You stop thinking now. You stop thinking. You stop thinking. No, 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 no! Okay. Now we've reached a point of negotiation. Oh. So the door doesn't door? Look, jump here, here, here. There's a door. Oh, God. Please, no. Oh, this... Oh. I don't know. Why are you climbing on that box? Oh, God. Mais surtout, le souci qui m'a le plus embêté, c'est le fait qu'il y ait au final très peu d'animatroniques dans Five Nights at Freddy's Security Breach comparé à la taille du bâtiment. Il n'y a aucune variété avec seulement 5 vrais animatroniques en comptant Freddy et sans compter des personnages qui n'apparaissent qu'une fois ou deux et ne servent à rien, contre 10 animatroniques sur Five Nights at Freddy's 2 sorti en 2014. On a donc des animatroniques qui sont clonés tout le long du jeu pour pouvoir être dans tout le Pizzaplex à la fois, alors même que Bonnie ou Foxy ne sont pas présents alors que ce sont des personnages centraux de la licence, et que les fans eux-mêmes sont capables de créer des designs crédibles et cohérents avec l'esprit du jeu. Mettre si peu d'ennemis différents dans un jeu si vaste et ambitieux alors que c'est ce que les gens aiment le plus, ça a aucun sens et c'est surtout contre-productif. Pour finir en beauté, l'intelligence artificielle des animatroniques est évidemment vraiment pas ouf et ils sont souvent complètement perdus. Ils passent leur temps à parler tout seuls et on se retrouve vite à juste courir et sprinter à travers les salles pour les esquiver parce qu'ils sont tellement inintéressants au niveau de leur fonctionnement que faire autrement et essayer de jouer le jeu et de se cacher n'a pas vraiment d'intérêt. Vous vous souvenez quand Vanny était présenté comme le personnage central du jeu et le nouveau méchant charismatique qui allait remplacer William Afton? Eh bah, je sais pas ce qui s'est passé pendant le développement du jeu, mais Vanny est absolument inexistante. Au point où son temps total d'apparition sur tout le jeu ne dépasse pas les 5 minutes, dans un jeu qui a minimum 10 heures de durée de vie. Toutes ces interventions sont complètement inutiles et anecdotiques, n'apportent aucune information sur le lore, et surtout le personnage de Vanny sort de nulle part. On n'a pas beaucoup d'informations. L'antagoniste de base de FNAF avait une histoire et faisait partie intégrante de l'univers de la série, alors que là, notre nouveau méchant est l'unique gardienne de nuit d'un complexe de jeu immense qui porte un costume de Fury. C'est tout de suite moins prenant. Au-delà de ça, ces apparitions n'apportent rien au gameplay, l'écran devient juste de plus en plus flou et il faut courir pour s'échapper, et même pour ça, il n'y a aucune explication, et il faut le deviner. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit qu'il trouvait que j'avais vraiment pas de chance avec les bugs. Je dois t'avouer qu'en lisant un peu les avis sur Steam avant d'acheter le jeu, il y a beaucoup de gens qui se plaignent des bugs en fait. Oh, what? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je deviens... Allô? Ah! Vous êtes là, vous? Coucou, ça va? Ah! Ah, mais ça, c'est pas très gentil, ça. Parce que je sens le jumpscare arriver. Mais quoi, je meurs? Quoi, je meurs? J'ai pas sauvegardé depuis combien de temps? Pour finir, un des points centraux de la licence Five Nights at Freddy's, c'est le lore, l'histoire derrière tous les jeux et les indices cachés pour faire comprendre aux joueurs ce qui se passe dans l'univers du jeu. Tout d'abord, comme je l'ai dit plus haut, il n'y a aucune réelle introduction. Le début du jeu a aucun sens et du coup, c'est tout de suite compliqué de prendre le tout au sérieux. Tout le long du jeu, on n'a pas spécialement de lien avec le reste de la licence et aucune réelle histoire en dehors de 2 ou 3 tentatives de scénario un peu laborieuses, et surtout, la fin du jeu est complètement claquée. Et j'en ai vu des fins de jeu nulles, mais alors là, je peux vous dire que vraiment, je n'ai pas les mots pour vous dire à quel point ça pue la merde. Premièrement, elle n'apporte aucune résolution, d'aucune intrigue. Il n'y a pas non plus énormément d'intrigues ou de mystères intéressants dans ce jeu, mais une fin de jeu qui apporte rien du tout par rapport à tout ce qui s'est passé dans le jeu, c'est quand même inédit. Les fins se débloquent à partir de 6 heures, où on peut tout simplement accéder à la fin principale, ou décider de continuer pour débloquer les autres. À partir de ce moment-là, la fonction de sauvegarde n'est tout simplement plus possible. On peut plus sauvegarder, alors que pour débloquer certaines fins, il faut repasser par toute une partie du jeu, combattre un animatronique, bref, faire plein de trucs. C'est exceptionnellement con, et surtout, ça n'a absolument aucun sens. Depuis, heureusement, ils ont fait un patch, et miracle, ils ont mis un point de sauvegarde unique sur la map où on peut sauvegarder pendant cette partie du jeu. Enfin, il y a des cinématiques tout le long du jeu qui sont pas trop mal, mais au moment de clôturer le jeu en beauté, on se retrouve avec des vieilles bandes dessinées toutes pétées. L'entièreté des fins du jeu, fin principale et fin secrète, sont simplement des bandes dessinées ultra chum qui défilent sur l'écran, et puis je vais pas vous raconter les fins non plus, mais il faut savoir qu'elles sont complètement nulles et surtout carrément risibles tellement elles ont aucun sens. Par exemple, on a cette fin où on s'enfuit tout simplement avec Freddy en conduisant un camion, je rappelle qu'on a 8 ans, parce que bah pourquoi pas, après tout. Et puis bah après il a plus de batterie et du coup faut recharger la batterie
avec la tête de Freddy, quoi. Et après, bon, on regarde le coucher de soleil. Voilà. Très très gros niveau en termes d'écriture. Mais là, tu t'échappes d'un autre endroit en fait. Tu t'échappes dans. Quoi? Tu conduis? Tu conduis un camion, toi? Qu'est-ce qu'il vous racontez? Ça, c'est le manque de budget, hein. Ah, et on s'enfuit avec Freddy carrément. Et le gamin conduit. Non mais. Genre assis, il touche les pédales déjà. J'ai vraiment l'impression de m'être fait. Genre, on se fout de ma gueule. Genre, je suis fan d'une licence, tu vois. Et les mecs, ils sont en mode tiens, eh ben, on chie dessus. Vas-y, tiens. Vas-y, regarde ce qu'on en fait de ta licence. Moi, c'est ce que je suis en train de ressentir depuis hier. Il sait faire ça, le gamin? Et par contre, je ferai pas de best-of du jeu. C'est une catastrophe. Ah, et donc, il lui a mis... hop là! La batterie de la voiture marche toujours, Freddy marche à vie, c'est bon. Vous l'aurez compris, il y a pas mal de trucs que je trouve pas mal insensés, en fait, pas mal complètement bizarres dans la création de ce jeu. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre comment ça a pu sortir de la tête des mecs qui ont fait Hellpointed, qui est un jeu vraiment bien pensé. On va s'arrêter là, mais sachez que j'aurais pu continuer encore pendant pas mal de temps parce qu'il y a plein de petits trucs que j'ai enlevés, soit parce que c'est chiant à expliquer, soit parce que c'est relié à d'autres trucs que j'ai déjà dit, ou soit parce que quand même je vais pas passer 6 heures à cracher sur le jeu non plus. Mais il y a encore pas mal de petits détails qui vont pas dans ce jeu. Et globalement, le tout fait très pas fini, très cheap, très amateur, alors qu'on est sur un studio de développement professionnel. Oh non, oh. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Oui, ça aussi c'est des choses qui arrivent, t'inquiète pas. Oui, ça aussi c'est des choses qui arrivent, t'inquiète pas. Ah, je vais me cacher dans Freddy, comme ça tout ira bien. Ah putain, non, batterie faible. Pour conclure, on peut déjà dire plusieurs choses. À mon sens, Security Breach, c'est un jeu avec un potentiel de fou, mais totalement gâché. Mais surtout, tous ces défauts, ils auraient à mon sens pu être totalement acceptables si le jeu n'avait pas eu autant de temps de développement, et s'il n'y avait pas eu autant de bugs et de problèmes d'optimisation à la sortie. Le vrai truc assez fou avec ce jeu, c'est que son principal défaut, c'est juste des énormes lacunes en game design. À la base du jeu, au cœur même du concept de jeu de survie, ça peut pas fonctionner, parce que c'est vraiment mal pensé. Avant même d'être un mauvais jeu FNAF, c'est juste un mauvais jeu de survie aventure, et j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre comment une équipe de développeurs de jeux vidéo professionnels ont fait pour ne pas avoir des problèmes qui sont à mon sens super évidents. Tous ces problèmes, même si le studio a pas l'air de les remarquer, ils sont pour moi tellement évidents que s'ils avaient fait un minimum de playtest, ils s'en seraient forcément rendu compte. Et pendant tout le temps où j'ai joué, j'avais vraiment l'impression de jouer à un jeu qui n'avait pas du tout été testé avant la sortie. Depuis la sortie, ils ont fait plusieurs patchs qui corrigent beaucoup de choses. Je sais pas ce que ça vaut parce que j'ai pas rejoué au jeu depuis, mais je pense vraiment qu'au-delà des bugs, quand le jeu marche pas à la base du concept, c'est compliqué de régler ça avec des patchs. Il y a aussi un DLC gratuit qui a été annoncé pour 2023. C'est gratuit, donc je testerai peut-être, mais pour l'instant, j'avoue que ça me parle pas de fou parce que j'ai un peu été traumatisé par mon expérience sur ce jeu. Pour finir, au-delà du fait que le jeu soit à mon sens vraiment très nul, je pense qu'il y a une question à se poser. Malgré que mon avis assez mitigé sur le jeu soit pas mal partagé et que beaucoup de gens n'aient pas du tout aimé le jeu pour les raisons citées plus tôt, le jeu a globalement été très bien reçu. J'ai vu pas mal de monde critiquer sur les réseaux sociaux et la quasi-totalité des youtubeurs et streamers que j'ai vu jouer au jeu avaient pas l'air de passer un super moment. Et pourtant, les notes du jeu sont très positives sur Steam. Le jeu a reçu le prix du jeu du mois de décembre 2021 élu par les joueurs. Évidemment, j'ai pas trop compris. Et au final, en fait, quand on regarde un peu toutes les sorties de jeux qui sortent régulièrement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeux qui sont simplement du foutage de gueule. Et pourtant, ils sont généralement pas mal bien reçus. Et j'ai l'impression que plus le temps passe, plus les joueurs et le public en général ont des attentes de plus en plus faibles au niveau des sorties de jeux et sont prêts à payer des jeux totalement pas finis et pas réellement voir de problème. Donc finalement, la question qu'on peut se poser, c'est si les gens se contentent de peu, pourquoi est-ce que les développeurs se feraient chier à bien faire ? Dans tous les cas, moi ce que je peux vous conseiller, c'est si ça vous intéresse vraiment, de garder l'esprit critique et vous faire votre propre avis sur le jeu, même si ça risque d'être douloureux, ou tout simplement de regarder les gens qui y jouent pour vous. Je vous conseille d'ailleurs le Let's Play de Markiplier, qui est très cool, et qui en plus met
vraiment en évidence tous les problèmes du jeu parfaitement. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai utilisé pas mal de fois des extraits tout au long de cette vidéo, parce que vraiment, il tombe sur tous les problèmes du jeu de manière totalement aléatoire, c'est incroyable. Il n'en reste pas moins que Five Nights at Freddy's est une licence que j'apprécie beaucoup, et que Steelwool continuera a priori à s'occuper des prochains jeux de la licence, donc on peut que croiser les doigts pour qu'ils prennent cette expérience comme une leçon, et que le prochain soit vraiment cool. Parce que au niveau artistique, il y avait pas mal de trucs bien, et comme je l'ai dit au tout début, il y a pas mal de points positifs je trouve sur le jeu. En tout cas, moi je m'arrête là, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas je suis content, et je vous dis dans ce cas je l'espère à bientôt dans une prochaine, et d'ici là...